La Seconde Guerre mondiale a pris fin avec une reddition approuvée par l'empereur du Japon et transmise par lui à la radio le 15 août 1945. Mais saviez-vous que, quelques heures avant cette transmission, la fin de la guerre a failli être tout autre à cause d'une tentative de coup d'État? Vous voulez savoir comment cela s'est passé? Restez avec nous. Nous sommes en 2025 et, il y a exactement 80 ans, la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Vous voulez savoir comment tout cela s'est passé en détail? Eh bien, la salle de guerre a créé un groupe Very Important Person sur WhatsApp dans lequel je publie chaque jour des anecdotes sur les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. C'est une façon très amusante et intéressante d'apprendre tous les événements qui ont conduit à la fin de la guerre. Et si vous voulez faire partie de ce groupe, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code qui s'affiche ici à l'écran. Rejoignez notre groupe et faites partie de cette histoire, je vous y attends. Toute cette histoire commence le 26 juillet 1945. Parce que, après 10 jours de conférences, les 3 grands dirigeants alliés sont parvenus à un consensus, ils sont arrivés à un accord sur la manière de faire pression sur le Japon pour qu'il se rende. Le résultat de ces discussions fut la déclaration de Potsdam, un document qui ne laissait aucun doute. Il disait clairement aux Japonais « Rendez-vous maintenant ou faites face à l'anéantissement total ». Cette annihilation totale signifiait en réalité la bombe atomique, qui avait déjà été testée avec succès dans le désert du Nouveau-Mexique, sur le site d'essai Trinity. Si vous voulez en savoir plus en détail, il suffit de cliquer sur notre vidéo. Juste ici, d'accord ? Cette déclaration a été diffusée à la radio en clair et, une fois captée par les stations japonaises, elle a été traduite et remise à l'empereur Hirohito par le ministre des Affaires étrangères du Japon, Shigenori. Togo a lu la déclaration à Hirohito, puis l'empereur lui a demandé son avis sur le texte. Togo a dit qu'il pensait que les conditions exposées étaient en dur, mais que le Japon aurait difficilement pu obtenir quelque chose de mieux. Ainsi, Hirohito se tourna vers Togo et dit « Il se trouve que cette conversation à elle seule n'aurait pas abouti à la reddition japonaise, car le pays n'attendait pas simplement une demande alliée pour se rendre. Les dirigeants japonais avaient un plan très solide pour les mois à venir. Ce plan s'appelait l'opération Ketsugo et il était clairement défini noir sur blanc. Laisser les Américains envahir le Japon, c'est-à-dire permettre aux Américains de réaliser un grand débarquement amphibie sur les îles principales de l'archipel japonais. Une fois que les Américains seraient alors sur le sol, les Japonais feraient ceci. Avec eux, ils enverraient une immense vague de militaires et de civils armés de tout ce qui serait possible. Des armes à feu jusqu'aux lances en bambou, littéralement des morceaux de bambou coupés en biais pour être aiguisés, pour que chaque citoyen japonais puisse tuer au moins un soldat américain. Et les Japonais avaient constitué une force de civils entraînés à ce type d'opération qui comptait jusqu'à 23 millions de personnes. Le but de tout ce plan n'était pas vraiment de tenter de vaincre militairement l'armée américaine sur le terrain, mais plutôt de leur imposer cela. Un nombre de pertes gigantesques. Un nombre de pertes qui ferait que la population américaine, là-bas aux États-Unis, se retournerait contre la guerre et forcerait ses dirigeants à négocier la paix selon des termes un peu plus favorables au Japon. Et, au milieu de tout cela, le Japon comptait encore sur la médiation hypothétique de l'Union soviétique. Comme force qui amènerait les deux pays, le Japon et les États-Unis, à s'asseoir à la table des négociations et à trouver une fin négociée pour la paix. Et tous ces plans étaient approuvés et maintenus en fonctionnement par le Conseil suprême pour la conduite de la guerre, également appelé le Conseil des Six Grands. Qui étaient les Six Grands ? Ces gars-là, ici de gauche à droite, nous avons l'amiral Soemo Toyoda, qui était le chef d'état-major de la marine impériale. Le général Kureishi Kanami, le tout-puissant ministre de la guerre du Japon, ou ministre de l'armée, comme vous voulez, qui, à ce moment-là, était la personnalité la plus puissante du pays, juste derrière l'empereur Hirohito lui-même.
Parce que, une fois que la marine impériale japonaise était pratiquement détruite, après les énormes défaites lors des batailles des Mariannes et des Philippines, l'armée impériale restait largement intacte avec ses grands contingents aussi bien au Japon qu'en Chine. Puis nous avions le général Yoshijiro Umezu, chef d'état-major de l'armée, soit le numéro 2 de l'armée, juste après le général. Ensuite, le Premier ministre Kantaro Suzuki, qui avait été élevé au poste de Premier ministre par l'empereur Hirohito lui-même, avec la mission secrète de conduire le Japon vers une paix négociée. Ensuite, nous avons l'amiral Mitsumasa Yonai, qui était le commandant de la marine ou ministre de la marine, et enfin le ministre des Affaires étrangères du Japon, Shigenori Togo. Ces trois premiers militaires ici étaient en faveur de la poursuite de la guerre. Ils voulaient l'exécution de l'opération Ketsugu, comme le plan l'avait été établi. Mais les trois derniers, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Marine, étaient favorables à une reddition, la négociation dans les plus brefs délais, pour épargner au Japon davantage de destruction. Il est important de souligner que même le groupe du Premier ministre Suzuki n'était pas en faveur d'une reddition inconditionnelle. Il voulait au minimum maintenir l'empereur et le kokutai, c'est-à-dire le système de pouvoir impérial en vigueur. Les plans du Conseil vont être mis à l'épreuve le 6 août 1945, lorsque la première bombe atomique tombe sur la ville d'Hiroshima. Et surtout le 9 août, lorsque la deuxième bombe atomique est tombée sur la ville de Nagasaki. À ces deux cataclysmes qui ont fait comprendre aux dirigeants militaires japonais que les Américains possédaient désormais une arme capable, en gros, de détruire une ville entière, avec l'attaque d'un seul avion. S'ajoute à cela l'invasion soviétique de la Mandchourie qui finit par porter un coup fatal à l'opération Katsugo, étant donné que le Japon ne pouvait plus compter sur son grand médiateur, l'Union soviétique. En ce triste jour du 9 août 1945, peu après 14 heures, le Conseil des Six Grands s'est réuni. Et une fois de plus, après que la nouvelle de la deuxième bombe atomique et aussi de l'invasion soviétique de la Mandchourie ait été portée à l'ordre du jour, le Conseil est resté divisé en deux, avec les 3 membres de gauche voulant poursuivre la guerre et les 3 membres de droite voulant une paix immédiate. Pour vous éclairer, le Conseil ne pouvait décider de la reddition que par une décision unanime, mais le Premier ministre Suzuki ne pouvait plus attendre après les cataclysmes de ce jour-là. Alors il a convoqué une réunion d'urgence du Conseil, une fois de plus, pour minuit, dans la nuit du 9 au 10 août, et cette fois le Conseil est resté, une fois de plus, divisé, complètement partagé en deux. Mais Suzuki, comme le montre cette peinture ici, s'est levé et a fait quelque chose d'inimaginable. Il a demandé à l'empereur son avis personnel, sa voix décisive, quelque chose que l'empereur n'avait jamais fait auparavant, lui qui jusqu'alors n'avait agi que comme simple observateur des discussions du Conseil. Interrogé alors sur son opinion personnelle, Hirohito déclare solennellement que le pays ne supporte plus cette punition et qu'il devrait répondre par un geste de paix envers les États-Unis. Ainsi, le ministre Togo rédige rapidement une lettre demandant l'ouverture de négociations de paix, avec une seule exigence, le maintien de l'empereur à sa place de pouvoir. Les Japonais utilisent leurs canaux diplomatiques avec la Suisse pour faire parvenir le message aux États-Unis. Et là-bas, les dirigeants américains analysent les demandes japonaises et rédigent leurs réponses, qu'ils renvoient ensuite. À minuit, dans la nuit du 11 au 12 août, la réponse américaine, qui parvient aux Japonais dans la matinée du 12, indique qu'après la reddition, l'autorité d'occupation alliée sera l'autorité suprême dans le pays, et que toute institution japonaise devrait lui être subordonnée, et que la forme future de gouvernement du Japon sera décidée par le choix du peuple japonais lui-même. Alors que cette réponse américaine n'était pas encore arrivée, les militaires du ministère de la Guerre étaient déjà très nerveux. Et bien que le ministère des Affaires étrangères ait accueilli la réponse américaine avec une réserve, affirmant qu'elle représentait une restriction de la souveraineté japonaise, mais que les termes étaient, dans l'ensemble, acceptables.
Le personnel du ministère de la Guerre a considéré les termes américains essentiellement comme une déclaration d'esclavage du peuple japonais. Selon les généraux, la réponse américaine ne préservait pas le kokutai, c'est-à-dire le système impérial japonais, en vigueur depuis plus de 2000 ans. Et à ce moment-là, le général Hanami, ici à gauche sur la photo, était la personne la plus recherchée du Japon. Et à 22 heures ce jour-là, une réunion secrète avec lui a eu lieu. Lors de cette réunion, un groupe d'officiers supérieurs composé principalement du major Kenji Hatanaka, du lieutenant-colonel Jiro Shizaki, du lieutenant-colonel Masahiko Takeshita, qui d'ailleurs était le beau-frère du général Hanami, le lieutenant-colonel Masataka Ida et le colonel Okikatsu Arau. Ils se sont montrés extrêmement insatisfaits des attitudes du gouvernement actuel et ont demandé à Hanami de prendre une mesure. Ils voulaient penser que Hanami arrête les dirigeants du gouvernement et décide de la poursuite de la guerre du Japon. Et bien qu'il fût personnellement mécontent de la décision du gouvernement japonais, Hanami s'est en réalité montré indécis face aux officiers nerveux rassemblés devant lui. Même sans réponse ferme du ministre de la Guerre, le major Hatanaka passe toute la journée du 13 août à recruter davantage de partisans pour sa tentative de coup d'État, pour arrêter les dirigeants japonais et empêcher le pays d'accepter la reddition avec les États-Unis. Extrêmement nerveux face à cette situation qui se développait autour de sa personne, Hanami se rend à une conférence impériale qui a lieu à 23h le 13, et lors de cette conférence impériale, il est finalement et formellement accepté que le Japon va, en effet, accepter la reddition. Toujours révolté par le résultat de la réunion, le général Koreshika Hanami va ensuite avoir 3 rencontres qui seront décisives pour le cours de l'histoire. La première est avec le général Shigeru Mezo, son chef d'état-major. Dans une salle à huis clos à l'intérieur, Hanami demande à Mezo ce qu'il pense de la possibilité d'un coup d'État pour empêcher la poursuite de la reddition. Mezo regarde Hanami et dit qu'il n'y a plus d'espoir. Et tout ce qu'ils ont à faire à ce moment-là, c'est d'obéir aux ordres qui viennent de l'empereur lui-même. La deuxième rencontre de Hanami est avec le colonel Saburo Hayashi, qui commandait un grand groupe d'aviation lors des opérations à Tokyo. Il envisage avec Hayashi la possibilité d'attaquer la flotte américaine qui s'approche du Japon pour les négociations de reddition. Mais Hayashi proteste catégoriquement contre cette possibilité. Il lui dit en plus que la présence de cette flotte américaine était basée sur de simples rumeurs et que rien n'était encore confirmé. Enfin, la troisième et dernière rencontre de Hanami a lieu avec son beau-frère, le lieutenant-colonel Masahiko Takeshita, qui écoute Hanami puis lui donne 2 options. La première serait de démissionner et de déstabiliser la plateforme du gouvernement, retardant ainsi toute action liée à la reddition. La seconde et la plus radicale serait de rejoindre le coup d'État en préparation et d'arrêter tout le gouvernement afin d'empêcher l'annonce de la reddition. Hanami répond en disant que sa démission ne servirait à rien à ce stade et que la possibilité de rejoindre le coup d'État nécessiterait encore beaucoup de réflexion de sa part, ainsi que de ses conseillers au ministère de la Guerre. Le matin du 14 août, les plus hautes autorités de l'armée impériale japonaise se réunissent au ministère de la Guerre, et une grande partie de ces officiers est très nerveuse face au déroulement des événements. Beaucoup d'entre eux veulent même participer à une tentative de coup d'État pour empêcher la reddition du Japon. Mais alors, le vice-chef d'état-major de l'armée, le général Wakamatsu, propose que tous signent un document dans lequel chacun s'engage à obéir aux ordres de l'empereur, quoi qu'il arrive. Signant ce document, le général Koreshika Hanami lui-même et son chef d'état-major, Yoshijiro Umesu, mais aussi le maréchal Hajime Sugiyama, commandant de la première armée de zone, et le maréchal Shunroku Hata, commandant de la deuxième armée de zone, qui d'ailleurs se trouvait à Hiroshima le 6 août et a survécu à l'explosion nucléaire dans la ville. Enfin, pour garantir que la force aérienne de l'armée ne réagirait pas non plus aux procédures de reddition, le général Masakazu Kawabe a été appelé et il a signé au nom des forces aériennes de l'armée. Au palais impérial de Tokyo, tout cela se produisait alors.
Le texte final de l'annonce de la reddition a été finalisé à 19 heures et il a été transmis au calligraphe officiel de la cour afin qu'il soit finalement remis à l'empereur Hirohito pour être lu. Mais l'atmosphère qui entourait ces événements était d'une tension extrême, car on savait au sein du palais que de nombreux hauts responsables de l'armée étaient mécontents de la situation, et quelque chose pouvait vraiment arriver à tout moment. À 21h30 ce soir-là, le 2e régiment de la garde impériale est arrivé au palais pour renforcer la sécurité des lieux, et passer cette nuit que tout le monde sentait déjà qu'elle serait très tendue. Peu de temps après l'arrivée du 2e régiment au palais, le lieutenant-colonel Jiro Shizaki, l'un des conspirateurs, convainc le commandant du 2e régiment que le coup d'État était soutenu à la fois par le général Hanami et par le général Umezo. Ainsi, il avait le soutien de toute l'armée. Et à cause de cela, le commandant du 2e régiment commence à encercler le palais et à empêcher l'accès à toute personne se trouvant à l'extérieur. Pendant ce temps, le major Hatanaka se rend au bureau du général Shizuichi Tanaka, qui était le commandant de l'armée du district de l'Est, et tente de convaincre le général Tanaka de rejoindre le coup d'État. Cependant, il échoue et le général Tanaka lui ordonne de rentrer chez lui immédiatement, ordre que Hatanaka ne respecte pas. Et il retourne alors au palais impérial. À 23 heures, une équipe d'enregistrement de la radio NHK se rend au palais et enregistre l'empereur Hirohito lisant la déclaration de reddition du Japon. Une fois l'enregistrement prêt, il est alors caché dans un coffre-fort situé sous la salle du secrétariat de l'impératrice japonaise à l'intérieur du palais. À 1h du matin, en août 1945, le lieutenant-colonel Masahiko Takeshita rend visite à son beau-frère, le général Hanami, et le trouve éveillé, sortant tout juste d'un bain et très concentré, écrivant son propre testament. Dans ce texte, le général Hanami dit qu'il ne pourrait pas supporter le poids de ses péchés, et jusqu'à aujourd'hui, les historiens débattent de la nature de ces péchés. S'agissait-il de la défaite japonaise, de la guerre du Pacifique ou de l'adhésion de Hanami au coup d'État en cours? Peu après, Hanami se tourne vers Takeshita et dit « Je vais commettre le seppuku. Je ne supporterai pas d'entendre la voix de l'empereur annoncer la reddition à 1h15 du matin. » Le major Hatanaka resserre alors le siège autour du palais, et ensuite lui et le lieutenant-colonel Shizaki se dirigent vers le bureau du commandant de la 1re division des gardes impériaux. Le commandant de la 1re division des gardes impériaux est le général Takeshi Mori, et à ce moment-là, Mori était en conférence avec le lieutenant-colonel Michinori Shinaishi. Interpellé par Hatanaka, Mori écoute les explications des deux putschistes et refuse d'adhérer au coup d'État. Le refus de Mori rend Shizaki extrêmement nerveux, au point qu'il dégaine son sabre de samouraï. Shizaki s'élance alors pour porter un coup mortel à Mori, mais Shinaishi s'interpose et est tué à la place du général. Plusieurs instants après cette tragédie, cependant, le major Hatanaka sort son pistolet et abat le général Mori à bout portant. Après avoir commis ce qui allait être les 2 seuls meurtres de cette nuit-là, Hatanaka et Shizaki falsifient l'autorisation de Mori sur un document, ce qui amène alors toute la 1re division des gardes impériaux à exécuter l'ordre stratégique numéro 854, qui consistait à sceller le palais impérial pour, entre guillemets, protéger l'empereur. Les putschistes coupent également presque toutes les lignes téléphoniques reliant le palais au monde extérieur, renforçant ainsi la solidité de l'occupation. À 2h du matin, Hatanaka pénètre enfin dans le palais impérial et commence à chercher l'enregistrement de la reddition réalisée par Hirohito. Quelques instants plus tard, le lieutenant-colonel Eida arrive chez le général Hanami. Et réalisant qu'Hanami était sur le point d'accomplir le rituel du seppuku, il dit au général qu'il se suiciderait également avec lui. Mais Hanami, étonnamment, gifle violemment Ida au visage et dit à Ida et Takeshita que lui seul mourrait cette nuit-là. Et il leur interdit de pratiquer le seppuku. Et que leur mission, à partir de ce moment-là, serait de reconstruire le Japon après la guerre. Un autre groupe d'officiers putschistes, mené par le capitaine Takeo Sasaki, se rend à Yokohama pour assassiner le premier ministre Kantaro Suzuki.
Cependant, Suzuki est averti, quelques instants avant l'arrivée des putschistes à son domicile, qu'il était traqué et il s'enfuit de la résidence. Les putschistes trouvent alors la maison de Suzuki vide et incendient toute la propriété. Jusqu'à la fin du mois d'août 1945, Kantaro Suzuki reste sous la protection constante de la police japonaise et chaque nuit il change de résidence. En pleine nuit, le major Hatanaka fouille tout le palais impérial à la recherche des enregistrements qu'il ne trouve pas, ainsi que des personnes qui pourraient le conduire à l'enregistrement. Il cherche particulièrement Koichi Kido, qui est le seigneur gardien du sceau privé de l'empereur japonais, et la personne qui saurait sûrement où se trouve l'enregistrement. Cependant, Kido est également caché dans un abri anti-aérien secret sous le palais, et il ne sera pas trouvé par Hatanaka. Peu de temps après, le lieutenant-colonel Ida revient au palais. Et voyant déjà qu'il n'y a aucun espoir d'adhésion au coup d'État, il demande à Hatanaka d'abandonner ses intentions et de quitter le palais. Mais à ce moment-là, Hatanaka est déterminé à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Et il lui dit qu'il veut au moins 10 minutes à l'antenne de la radio NHK pour pouvoir expliquer à la population les raisons de son coup d'État. C'est à ce moment-là que le colonel commandant du 2e régiment de la garde impériale va se rendre compte qu'il a été trompé. Il modifie alors les ordres donnés à ses hommes face au groupe putschiste. À 5 heures du matin, Hatanaka fait irruption dans le studio de diffusion de la radio NHK, brandissant son pistolet et exigeant d'être mis à l'antenne pour s'adresser à la population japonaise. À 5h30 du matin, le général Hanami se suicide enfin selon le rituel du seppuku, assisté dans cet acte par son beau-frère, le lieutenant-colonel Takeshita. Avec la mort de Hanami, la seule grande source de pouvoir au Japon qui aurait pu soutenir le coup d'État cesse d'exister avec les premières lueurs de l'aube du 15 août. Le général Tanaka, commandant de l'armée du district de l'Est, apprend que le palais impérial a bien été envahi par les putschistes la nuit précédente. Et il s'y rend immédiatement, arrivant sur place. Tanaka use de son autorité pour paralyser tout le contingent de gardes impériaux et exige que les officiers occupant le palais en sortent immédiatement. L'ordre de Tanaka met fin à la tentative de coup d'État, qui restera dans l'histoire comme l'incident de Kyūjū, Kyūjū étant le nom japonais du palais impérial. Et ainsi, à 8 heures du matin, tout cela est terminé. C'est justement à 8 heures du matin que le major Tanaka, utilisant une moto, quitta le palais, suivi par le colonel Shizaki, qui quitta le palais à cheval. Les deux parcoururent alors plusieurs rues de la capitale, Tokyo, distribuant des tracts qui expliquaient à la population les raisons derrière leurs actions. Et à 11 heures du matin, seulement 60 minutes avant que l'annonce publique de Hirohito ne soit diffusée, le major Tanaka prit son pistolet, le pointa sur sa tête et tira, mettant ainsi fin à sa propre vie. Quant au colonel Shizaki, il s'est poignardé avec sa dague, mais il s'est également suicidé avec un coup de pistolet. Et, à midi comme prévu, le message de Hirohito résonna à la radio dans tout le Japon et, pour la première fois, le peuple japonais entendit la voix de son souverain. C'est précisément à ce moment de deuil national extrême que, pour la première fois de son histoire, le Japon s'est rendu. Dans l'une des poches de la veste du major Tanaka, on a trouvé son dernier poème qui disait « Je n'ai rien à regretter maintenant que les nuages sombres ont disparu du règne de l'empereur ». Et malgré la mort des deux principaux impliqués dans la conspiration, les 3 autres chefs de celle-ci ont eu des destins très différents. Mais le riche Takeshita a poursuivi sa carrière militaire, atteignant le grade de général dans les forces d'autodéfense terrestre du Japon dans les années 50. Masataka Ida a comparu devant une cour martiale, mais il a finalement été acquitté car il aurait regretté le coup d'État pendant son exécution et aurait demandé à Hatanaka d'abandonner la conspiration. Après la guerre, il est finalement devenu le directeur de Dentsu, une grande agence de publicité japonaise basée à Tokyo. Quant au colonel Haro, il a été accusé de crimes de guerre liés au mauvais traitement infligé aux prisonniers de guerre américains dans les soi-disant navires de l'enfer pendant la traversée du Pacifique jusqu'aux îles japonaises. Mais au final, il n'a pas été poursuivi et a même travaillé à la commission de démobilisation des forces armées japonaises dans l'immédiat après-guerre. Et de cette manière, la tentative de coup d'État a été déjouée.
Et le Japon s'est rendu il y a 80 ans. Mais dis-moi, est-ce que tu connaissais déjà toute cette histoire derrière les derniers jours du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale? Tu penses que la tentative de coup d'État avait une chance de réussir et aurait pu changer l'issue de la guerre? Dis-nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et mets-nous un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour tout suivre. Je m'arrête ici, merci encore pour ton écoute. Grosse accolade de la salle de guerre.